Bonjour, nous allons partir randonner, bien entendu, mais je vous laisse deviner dans quelle région. Nous sommes à un peu plus de 35 km de la plus grande mairie de France. Et pourtant, voici l'une des plus petites. À 45 minutes par la route des plus grandes universités de France, vous pourrez découvrir cette petite école de campagne. À 3/4 d'heure en RER de la plus prestigieuse de nos cathédrales, cette petite chapelle. Vous donnez votre langue au chat? Alors revenons en arrière. Je ne peux pas aller plus loin, je suis à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, c'est le bout du monde, enfin c'est le terminus de RER. La campagne est à 100 mètres d'ici et je vous donne rendez-vous dans les Vosges-Cernay. Pour rejoindre les Vosges-Cernay à partir de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, vous êtes pratiquement obligé de passer par Chevreuse. Alors c'est l'occasion de visiter la maison du parc qui se tient dans le château de la Madeleine. Je vais rejoindre Pascal sur les remparts. Pascal, bonjour. Bonjour. Le parc naturel régional de la vallée de Chevreuse se positionne comment sur la carte? Bien, en fait, il se situe au sud-ouest de Paris, à quelques kilomètres à peine du centre nucléaire de Saclay, au sud de la ville nouvelle de Saint-Quentin et de Versailles, et, puis, et au nord de l'autoroute A10, qui se trouve donc au sud du parc. J'ai connu cette région il y a 25 ans en arrière et j'ai l'impression que les paysages n'ont pas changé. C'est vrai, les choses évoluent quand même doucement, mais il y a une véritable volonté politique des élus du parc de préserver cet espace de qualité. Et puis on a au sein du parc naturel régional beaucoup de sites classés et inscrits qui protègent les paysages. Alors nous allons randonner dans les Vosges-Cernay. Est-ce que c'est un site classé? Oui, c'est un site classé. Et en plus, c'est un des sites assez exceptionnels du parc naturel régional parce qu'il rassemble, je dirais, dans un espace assez réduit, tout un ensemble de milieux et de paysages qu'on peut trouver dans le parc. On rencontre par exemple, donc évidemment, des massifs boisés importants, une grande chaîne d'étangs, un ruisseau intéressant, le ruisseau des Vosges-Cernay, des tourbières, comme on peut en trouver en plein massif central, et des prairies humides. Ça y est, nous sommes dans le vif du sujet. Nous sommes dans les Vosges-Cernay, ici, au point de départ de notre randonnée, à la Sablière. Et nous suivrons un sentier parfaitement balisé qui prend en gros la direction du rue des Vosges-Cernay. Nous passerons dans la forêt, nous verrons des prairies humides, nous verrons des étangs, nous nous arrêterons évidemment ici vers l'abbaye, vers la fontaine Saint-Thibault, pour nous arrêter ici, toujours le long du rue des Vosges-Cernay, pour admirer quelques grès. Au total, une petite journée de balade, très facile, les enfants sont admis. Depuis une vingtaine d'années, les ormes sont décimés par une maladie qu'on appelle la graphiose. On l'appelle aussi maladie hollandaise tout simplement parce qu'elle a été étudiée pour la première fois en Hollande. Alors, de quoi s'agit-il? C'est un insecte piqueur qui introduit dans les tissus de l'arbre un champignon, une mycose qui empêche la circulation de la sève. Donc les ormes meurent par déshydratation, ils sèchent. Alors ce qui est très curieux, c'est que seuls les ormes en pleine force de l'âge sont atteints. Les ormes jeunes ne sont pas victimes de cette maladie. Alors il est quand même un petit peu difficile de reconnaître cet arbre, sauf grâce à l'écorce, puisque les feuilles ressemblent aux feuilles de charme et aux feuilles de hêtre.
il y a 2 500 000 ans, la rivière a creusé son lit dans le sable. Et ça continue encore aujourd'hui. Et les bancs de grès qui étaient posés sur ce sable se sont trouvés un jour suspendus. Du coup, le grès s'est fissuré, des blocs se sont formés et ont roulé jusque dans le fond de la vallée. Cette mécanique est encore présente aujourd'hui, vous pouvez la voir fonctionner. Les blocs sont de plus en plus polis par l'eau et par le vent. Mais au fait, le sable blanc en question, c'est du sable dit de Fontainebleau. L'abbaye des Vaux-de-Cernay a été fondée en 1142 et fonctionnait suivant la règle cistercienne. C'est une règle extrêmement difficile, extrêmement sévère. Et puis elle a été très prospère, c'est ce qui explique d'ailleurs le déboisement de cette région à cette époque et l'installation de moulins. Il a fallu attendre le XVIe siècle pour que commence son déclin. Sous la Révolution française, bien entendu, ces biens ont été saisis et puis ils ont été vendus aux enchères. Il a fallu attendre 1873 pour que la baronne Rothschild devienne propriétaire de ces lieux et reconstitue le domaine. À ce stade de la balade, je vous conseille d'aller caresser la fontaine Saint-Thibault. Parce que figurez-vous qu'il y a fort longtemps, ici, il y avait probablement un mégalithe. Et au pied de ce mégalithe jaillissait une source. On y pratiquait des cultes. Et c'est certainement ce qui est à l'origine de l'implantation ici de l'abbaye, parce qu'il fallait bien christianiser cet endroit. L'eau de cette source est miraculeuse. Au XIIIe siècle, l'abbé Thibault, à la demande du roi Saint-Louis, a même guéri la reine de sa stérilité en lui en faisant boire. Et pendant très longtemps, de nombreuses femmes ont cru aux vertus de cette eau. Nous quittons maintenant le domaine de la famille de Rothschild, qui est en fait aujourd'hui géré par l'administration des monuments historiques, pour rejoindre le domaine de la famille de Coubertin. En 1949, la baronne Yvonne de Coubertin rencontre Jean Bernard, tailleur de pierre et artiste. De cette opportunité est née la volonté de faire se rencontrer des gens d'origines différentes, et cela à travers un triptyque, le manuel, le culturel et le spirituel. Cette démarche a abouti très vite à la création de la fondation de Coubertin, qui permet d'ailleurs aujourd'hui encore à des compagnons et plus largement à des travailleurs manuels d'exercer leur savoir-faire en relation avec le monde des arts, des lettres, des sciences et des techniques. Pendant très longtemps, la mauve servait de légumes en période de disette. Mais encore aujourd'hui, on commence à le retrouver dans certaines cuisines. Ça, c'est du chêne. C'est même un chêne des marais. Il a été introduit au XVIIIe siècle parce qu'on l'utilisait comme arbre d'ornement. Alors on le reconnaît très bien parce que les branches mortes restent accrochées au tronc, ce qui lui donne cette allure d'écouvillon. Et puis quand on regarde de près les feuilles, on se rend compte qu'elles sont extrêmement découpées, elles sont très très belles. Alors ce qui est curieux, c'est de trouver cet arbre ici. La population est assez vaste. Il a été implanté ici, tout simplement parce qu'on l'a utilisé pour reboiser tous les lieux qui avaient été abandonnés par l'agriculture. Alors c'est très curieux parce que
finalement sa fibre qui est très lourde et très noueuse n'est pas utilisable. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a planté? Je vois que Grégoire est fidèle au poste. Et je tiens à vous préciser que grâce à son action et à son initiative, les batraciens de la région des Vosges peuvent se reproduire dans d'excellentes conditions. Bonjour Grégoire. Bonjour. Alors ce plancher est assez solide pour nous deux là. J'espère. Alors où en sont les batraciens? Et ben, cette année, ils sont presque tous sauvés. Ils sont en train de se... Enfin non, ils sont déjà retournés sur leur lieu de vie, c'est-à-dire Dans la forêt? de l'été, voilà, dans la forêt, même probablement un peu plus haut sur le plateau, dans des zones de pavillonnaires, probablement dans les jardins. Il est assez commun, le crapaud commun. Ils font combien de kilomètres comme ça? On pense, il n'y a aucune donnée scientifique précise là-dessus, mais on pense qu'ils doivent pouvoir faire jusqu'à 5 km pour leur migration. Bravo les crapauds. Alors ces crapauds donc, qui quittent la forêt après l'hibernation pour venir se reproduire ici dans l'étang, doivent traverser la route. Voilà, Et ils se font écraser par les bagnoles. par centaines chaque nuit. Mais je suppose que les bagnoles qui passent sur la route, c'est un danger évidemment grave pour les crapauds, Ouais. mais c'est pas le seul. Non, malheureusement, bon, les crapauds traversent la route, mais ils ont aussi besoin de milieux humides. Pas que les crapauds, les rainettes et d'autres, le triton crêté, le grand triton, d'autres batraciens, des libellules également, même des plantes aquatiques qui sont féodées, donc berges, qui disparaissent en même temps que leur milieu, c'est-à-dire comblement des mares, disparition des milieux humides. Et c'est un comblement naturel ou c'est parce qu'on vient y déverser Ah non, des gravats? C'est pas forcément des gravats, ça peut être un comblement avec de la terre agricole simplement pour augmenter les surfaces agricoles. Alors tout ce monde-là Arrive, quitte la forêt, ouais, arrive sur le bord de la route, voilà. et au lieu de traverser et se faire écraser, Voilà, alors au lieu de traverser, ils tombent dans des trous qu'on a creusés. Et tous les matins, il y a des bénévoles, tous les soirs, il y a des bénévoles qui vident les trous, qui comptent, qui font un sexe ratio, des petites analyses, qui comptent, et qui les relâchent dans les temps. On les laisse se débrouiller, on a quelques images là-dessus. j'espère. Dans notre balade, nous risquons de rencontrer des hardes de cerfs, notamment des biches et des faons, et puis peut-être des groupes de mâles. Mais je viens à l'instant de trouver des indices. Regardez ici cette cicatrice. C'est en fait une vieille blessure qui a été occasionnée à cet arbre par des animaux qui sont venus se frotter. On les rencontre aussi ici, regardez. Vous voyez ces traces, la cicatrice, et ici le bois qui est effiloché, probablement par le bois du cerf qui est venu lui aussi se frotter à cet arbre. Alors, il y a d'autres indices, il y a des traces abandonnées dans la boue, mais aussi des grottes. Avouez que le spectacle est superbe. Mais pour tout vous dire, je me suis écarté du sentier et je me suis installé dans l'espace Rambouillet. C'est en fait un immense parc animalier géré par l'Office national des forêts. Et j'entends Philippe qui arrive. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Les cerfs sont tout à côté là, c'est une harde avec pas mal de biches, il y a même des faons et il y a des daguets. Alors, les daguets ont quel âge? Les daguets sont en train de vivre leur deuxième été, puisqu'ils sont nés au printemps de l'année dernière. Et en fait, l'année dernière, ils étaient faons.
Et cette année, ils sont dagués et reconnaissables par les bois qu'ils ont sur leur tête, qui sont donc la première pousse de ces bois, et qui sont très simples, donc sous forme d'un pic pointu qui ressemble à une dague. Voilà l'appellation, donc dagué. Ils vont garder cette tête jusqu'à la fin de l'année, et l'année prochaine, ils leur pousseront d'autres bois avec une formation plus complète. Alors, tous les ans, les cerfs perdent leur bois. Absolument. Chaque année, à peu près au mois de janvier, les bois tombent et se mettent à repousser de suite jusqu'en février, mars, avril, et refont ce que l'on appelle une nouvelle tête. Le bois de ces animaux est en fait une matière osseuse, un petit peu comme une dent, et qui repousse chaque année. Le rut se passe normalement, le brame aussi, donc. Oui, bien sûr, bien sûr. On peut, dès les derniers jours de septembre, les premiers jours d'octobre, être à l'affût ici et écouter et voir les cérémonies que font les mâles autour des femelles et toute la partie qu'on appelle le brame. Est-ce que les sons sont au rendez-vous? Ils sont au rendez-vous, oui, mais moins qu'au printemps. C'est pas l'euphorie du printemps. Mais il y a quand même là-bas sur l'île une petite troupe de canards dont j'attends l'envol, qui ne saurait tarder, parce qu'il y a un cerf qui passe derrière. Et quand ils vont arriver sur l'eau, on va les entendre clamer et faire un bruit d'eau. Et alors, il n'y a pas que les canards qui vous intéressent si vous êtes là. Je pense que vous enregistrez aussi tous les sons autour de nous. Ah, tout à fait. Oui, vous voyez donc là les cyprès chauves qu'il y a devant nous. Là, il suffit qu'il y ait un coup de vent relativement léger avec l'effet de mes deux micros raccordés. Ça fait un balancement qui est très agréable. Le chêne derrière nous est en train de perdre ses glands. Et les glands qui tombent dans l'eau font un bruit encore assez remarquable. Alors, c'est quoi votre métier, en fait? Ah, mon métier. C'est un terme relativement spécial, enfin peut-être que j'ai créé, je pense qu'il n'existe pas. J'appelle ça bioreporter, c'est-à-dire que je me définis un peu comme journaliste de la nature sonore. Ma principale activité est sur la France et le continent européen. Une curiosité à ne pas manquer lorsque vous visiterez l'espace Rambouillet, ce sont les arbres qui sont dans mon dos. Ce sont des cyprès chauves. Chauves parce que, comme le chêne, comme le hêtre, ils perdent leurs feuilles. Pourtant, ce sont des résineux qui fonctionnent un petit peu, si vous voulez, comme le mélèze que vous connaissez bien. En fait, ces arbres viennent d'Amérique du Nord. Ils viennent des zones très humides. Ils viennent des mangroves. Alors, on va se rapprocher de ces cyprès chauves. Regardez. Vous voyez, ce sont des aiguilles, en fait. C'est bien un résineux. Et ça, ce sont ces racines. Elles sont rentrées dans le sol, puis elles sont ressorties, puis elles sont rentrées à nouveau, ce qui fait que ces blocs de racines servent à tenir l'arbre. Il est ainsi solidement fixé sur le sol. Alors, c'est un paysage tout à fait étonnant, surprenant ici, dans la forêt de Rambouillet. Il faut savoir que ces arbres ont été introduits dans cette région en 1850, qu'on n'en trouve qu'ici, et qu'ils se portent à merveille. Regardez, les branches descendent jusqu'au sol. Il ne manque pas de lumière. S'il manquait de lumière, eh bien, on ne verrait pas de branches aussi bas. Elles seraient tout là-haut. Pour nous, la balade est terminée. Il y a encore plein d'autres choses à découvrir ici, dans le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Je vous signale même que le parc s'est agrandi et que le sud est très sauvage. Alors, pour connaître les bons endroits, je vous invite à visiter la maison du parc et à prendre tous les renseignements.